Édouard Philippe, candidat à la présidentielle, a fait son grand meeting de lancement. Son premier grand meeting de campagne, c'était dimanche dernier, si je ne dis pas de bêtises. Samedi ou dimanche, je ne sais plus. Et ben on va en parler un petit peu. Édouard Philippe a surveillé de très près. Moi, ma théorie, je ne suis pas le seul à l'avoir, mais c'est un truc que j'ai déjà dit plein de fois en live. Ma théorie, c'est que sur la présidentielle, ça va être un match à 3 principalement, entre Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe et Jordan Bardella. Bon, on verra dans quelques heures, n'est-ce pas, si ça sera Bardella ou Le Pen. Mais en tout cas, voilà, il risque d'y avoir un candidat gauche, vraie gauche, Jean-Luc Mélenchon, un candidat extrême droite, on pourrait même dire vraie droite, parce qu'avec la convergence entre la droite et l'extrême droite, vous voyez, bon bref, un candidat RN, typiquement Bardella, et il y aura, à mon avis, un candidat centriste qui aura justement pour objectif d'agréger le bloc central autour de lui pour dire c'est ni Mélenchon ni Bardella. Les extrêmes, c'est de la merde. Votez pour moi. Et je pense que quelqu'un comme Édouard Philippe va probablement réussir à faire ça, va essayer de le faire au maximum en tout cas. Donc je pense que malgré toutes les candidatures, il y aura 3 candidatures qui vont se démarquer. Et je pense, un peu comme la dernière fois au final où c'était Macron, Mélenchon, Le Pen. Et moi je pense que ça sera Mélenchon, Philippe, Bardella. Vous voyez? C'est ma théorie. Peut-être que ça sera un autre que Philippe, peut-être que ça sera un autre que Bardella. Voilà. Et je pense qu'une candidature PS jouera un peu sur le même terrain du bloc central d'un point de vue électorat qu'une candidature Philippe, et qui vont se faire siphonner par un Philippe qui aura la dynamique avec lui plus que le PS. Parce que le PS sera un petit peu enquiquiné, il se présente comme étant de gauche, mais il y aura une vraie candidature de gauche. Vous voyez, je trouve que Philippe a plus le champ libre pour agréger ce bloc central. Donc je pense que Philippe sera un des gros players de cette présidentielle. Après, à voir ce qui se passe. Surtout du côté du PS. Est-ce qu'une candidature PS peut suffisamment tenir dans le temps pour ne pas s'effriter au profit d'un vote utile Philippe? On verra. Moi, je pense qu'Attal, il va pas aller jusqu'au bout parce que Philippe sera au-dessus de lui dans les sondages. C'est mon avis. Mais si c'est pas Philippe, ça sera un autre. Mais il y aura un candidat centre-droit, entre guillemets, en termes d'électorat. En vérité, ça sera un gros droitard. Édouard Philippe est un gros droitard. Et voilà. Et moi, je pense que Glucksmann, s'il y va, il va se faire siphonner par Philippe. Parce que les électeurs diront il faut éviter un second tour extrême droite, extrême gauche. Et donc, du coup, ils vont voter par celui qui est. Ils vont faire un vote barrage de premier tour, voter par celui qui est le plus à même de se qualifier au second tour pour éviter Mélenchon-Bardella. Donc je pense qu'une partie de l'électorat Glucksmann va commencer à claquer des genoux, serrer des fesses et grincer des dents, et au final se mettre à voter Philippe en légende, quoi. Voilà. C'est quoi cet article, Alix? Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau se cognaient jusqu'où? Les 3 candidats sont en concurrence sur un espace politique proche. Tout à fait. Ils doivent se différencier sans détruire toute possibilité de rapprochement. Je ne sais pas ce que c'est qu'il y a plein de trucs par rapport à ça. Et là, il y a des gens au sein de LR qui sont pour un rapprochement avec Édouard Philippe. Donc à voir. À voir. Peut-être que le PS aura un espace politique suffisant, mais si c'est ça, tant mieux. Si le PS fait une belle campagne, ça veut dire qu'Édouard Philippe n'arrive pas à agréger tous les orphelins du macronisme, et qu'à la fin, la barre d'entrée pour la second tour est plus basse, et que Mélenchon, il va au second tour. Moi, je suis pour que le PS soit pas trop dégueulasse sur cette présidentielle, parce que s'il pue la merde, c'est le candidat type Édouard Philippe qui va rafler la mise. Vous voyez? Bon, bref, voilà. C'était mon introduction. Sur ce, je vous propose de s'intéresser au meeting de lancement de Édouard Philippe, voir si justement il essaie de faire campagne plutôt au centre, une campagne plutôt consensuelle pour essayer d'être le plus large possible, d'aller prendre jusqu'au centre-gauche cette espèce de vote utile que je vous décris depuis tout à l'heure, ou est-ce qu'au contraire il va à droite toute, comme un gros facho et comme tous les droitards font en ce moment, quoi, à courir après l'extrême droite. A priori, il essaye plus de faire campagne au centre, entre guillemets, trouver un truc relativement consensuel, pas trop marqué facho, pour justement essayer d'agréger un maximum de monde. Voilà. Donc on va regarder ça et on va lire justement ce petit article de Mediapart, que pas très long, mais qui nous permettra de voir un peu les grands axes de son discours, quoi. Merci Oraf09, merci beaucoup pour ton 4e mois d'abonnement. Hello, salut à toutes, Le Pen, ça dégage. Tout à fait. Tout à fait. Ça serait le pire move de faire la course au RN, IMO? Oui, je pense aussi, parce qu'il y a déjà le RN, en fait, il a rien à gagner à aller trop vers sa droite. Au contraire, il faut qu'il essaie d'aller plus vers sa gauche pour tenter de ratisser large, quoi. Oui, Édouard Philippe. Édouard Philippe, alors, oui, parle-nous. Pour remettre la France sur la bonne voie, il faut faire confiance. Pour remettre la France sur la bonne voie, il faut faire confiance aux Français. Et il faudra leur donner cette liberté. Cette liberté pour les entreprises, de simplifier leur vie, de simplifier leurs relations aux impôts, à l'URSSAF. Ah bah c'est original ça. Il faut simplifier le code du travail, libérer la compétitivité des entreprises et baisser les impôts. Oui, d'accord, d'accord. C'est ce que la droite dit depuis 70 ans, quoi. Aux administrations, de les laisser produire. Il faudra, je le dis, mes amis, reprendre la politique de l'offre interrompue en 2020. Ah, la politique de l'offre a été interrompue en 2020, c'est nouveau ça. Après, il dit 2020, c'est parce qu'il y a eu le Covid. Donc c'est quoi la politique de l'offre? La politique de l'offre, c'est dire, les entreprises, on va baisser vos impôts, on va vous faire des cadeaux fiscaux. Comme ça, vous allez créer de l'emploi. L'offre va augmenter. C'est l'entreprise qui crée l'offre. La politique de l'offre, en gros, c'est sucer le patronat le plus fort qu'on peut. C'est faire des gorges profondes sur le vieux sgeg de Bernard Arnault.
donner des cadeaux fiscaux en disant ça va ruisseler. Comme ça, ils vont créer de l'emploi. Voilà. Ils n'ont qu'une envie, les patrons, c'est de créer de l'emploi. Ils sont là pour créer de l'emploi. Ils sont pas là pour créer du bénéfice. Non, non. S'ils lancent leur boîte, le patronat, c'est avant tout pour créer de l'emploi. Voilà. C'est par bonté d'âme. Ils le font pas pour leur pays, pour créer de l'emploi. Donc une politique de l'offre, c'est on suce le patronat, on leur fait des cadeaux fiscaux toute la journée, en espérant que, comme par magie, parce qu'ils sont vraiment de bonne volonté, ils vont se mettre à créer de l'emploi et augmenter les salaires. Alors que non. En fait, ils augmentent leurs bénéfices quand tu fais ça. C'est ça la politique de l'offre. Donc Macron ne fait que ça, il a fait que ça pendant 10 ans. Sauf que comme il y a eu le Covid en 2020, monsieur Édouard Philippe, il est en mode genre, on a interrompu la politique de l'offre. En plus, c'est le moment où j'étais plus Premier ministre. Tiens. Ah. Ces lives sont toujours intéressants, mais au secours, les métaphores. C'est parce que je parlais du vieux gag de Bernard Arnault. Tu aimerais que je polisse mon discours. T'aimes pas mon côté rabelaisien. T'aimes pas mon côté rabelaisien? Bah, je continuerai, désolé. Mes amis, reprendre la politique de l'offre interrompue en 2020, elle avait donné d'excellents résultats en termes d'investissement, de baisse du chômage, en termes de croissance économique. Il faudra plus de liberté pour les collectivités territoriales. Alors plus de liberté pour les collectivités territoriales, ça veut dire on va arrêter en fait les collectivités territoriales sur les budgets des collectivités territoriales, donc les villes, les groupements de communes, les départements, les régions, etc. C'est tout ça ce qu'on appelle les collectivités territoriales. C'est un budget qui est séparé du budget de l'État et du budget de la sécurité sociale. C'est 3 budgets différents. Et en gros, il y a 2 manières d'avoir de l'argent pour les collectivités territoriales. C'est les impôts locaux, tout simplement. Donc typiquement la taxe foncière, ce genre de choses, ou la taxe d'habitation, qui est un impôt local, qui a été supprimé pour les résidences principales par Macron d'ailleurs. Ça, c'est la première manière pour les collectivités territoriales d'avoir de la thunasse. Et la deuxième manière, c'est l'État qui leur donne de la thune. Et en gros, quand il dit ça, Édouard Philippe, plus de liberté pour les collectivités territoriales, ça veut dire on va donner encore moins de thunes. L'État va donner encore moins de thunes aux collectivités territoriales. Comme ça, vous allez vous démerder pour faire tourner vos villes et vos régions sans argent. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Liberté pour les collectivités territoriales, plus de liberté pour les partenaires sociaux. D'ailleurs, il y a une présidente de conseil régional, je sais plus comment elle s'appelle, rappelez-moi, qui est une Horizon, je crois, en Loire-Atlantique, un truc du genre, et qui a supprimé, qui a fait des coupes budgétaires, mais genre massives, qui a supprimé genre 100% du budget de la culture. Comme ça, dans toute la région. Je sais plus comment elle s'appelle. Rappelez-moi son nom. Et c'est une meuf de Horizon. Donc quand il dit plus de liberté aux collectivités territoriales, ça veut dire définancer les collectivités territoriales, démerdez-vous, le secteur associatif, le secteur culturel. Christelle Morancet, merci. Voilà, c'est faire comme Christelle Morancet a fait dans son département ou dans sa région, je sais plus. Mais partout en France, voilà. Donc en gros, c'est politique d'austérité massive pour les collectivités territoriales. Démerdez-vous sans argent, de toute façon, on s'en bat les couilles. Quoi, des agents municipaux? On s'en bat les couilles de tout ça. Non, il faut plus d'argent pour les entreprises. Voilà. Pour C'est construire un immense libéral, hein, Édouard Philippe. Ce qui le caractérise politiquement, avant tout, c'est d'être un immense libéral. C'est pas non plus un libertarien, là, David Lisnard, etc. Mais dans tout le spectre de la droite française, lui, c'est vraiment le libéralisme effréné, quoi. Il est comme ça, Édouard Philippe. Il adore ça. Il adore l'entreprise. Ah, salut, Journal Louise, comment ça va? Vous êtes habillé comment pour la fin de Le Pen? Bon, je me suis habillé normalement. Je pourrais aller mettre une chemise comme Elias. C'est Elias qui a mis une chemise aujourd'hui, il est toujours en live. C'est le grand jour. Je pourrais copier le camarade Elias, peut-être, et aller chercher une chemise. Genre une chemise blanche qui traîne. avec eux le monde du travail de demain pour les laisser discuter au sein de l'entreprise des règles et des façons de produire, de déterminer la bonne façon de faire continuer à avancer leur entreprise. Plus de liberté aux associations pour participer à la cohésion nationale et au soutien des plus fragiles. Il a quoi plus de liberté aux associations? Il veut dire quoi par liberté là? Ah, c'est vrai que le secteur associatif, il a pas du tout des problèmes de financement en ce moment, quoi. C'est vrai que la politique très libérale d'Édouard Philippe, ça sera plus de liberté pour les associations. C'est comme quand il dit plus de liberté pour les collectivités territoriales. Ça veut dire on arrête de leur donner de la thune, vous vous démerdez. Vous êtes libres. Vous n'êtes plus enchaînés à vos subventions. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça qu'il veut dire. La liberté de se démerder sans argent. C'est vraiment ça, hein. Vraiment ça. Merci Logis Station Thermale. Let's go, 2 mois de suite aujourd'hui pour la condamnation de MLP. On espère, on croise les doigts. Et plus de liberté aux Français pour mener une vie heureuse, une vie généreuse, une vie débordante. Parce qu'ils sont tous ça à la fois, les Français. Ils ont tout ça à la fois, les Français. Oui, oui, allez, ta gueule. Ouais, ta gueule. Ta gueule, Édouard. Personne ne t'aime. Alors, je voulais mater, avant de lire l'article, je voulais mater ce petit extrait. Parce que je trouve ça intéressant. Édouard Philippe assume de dire aux retraités qu'il faudra contribuer davantage au financement de notre système social. Ça, c'est relativement inhabituel pour un candidat en campagne présidentielle. Parce que qui contrôle le vote des retraités contrôle la présidentielle. Les retraités en élection, c'est un peu comme l'épice dans Dune. Qui contrôle le trafic d'épices contrôle l'univers. Bah, qui contrôle le vote des retraités contrôle une présidentielle. Les retraités, il y en a beaucoup en France.
ça vote beaucoup. Et ça vote beaucoup selon ses intérêts de retraités. Alors les retraités, attention, c'est pas du tout une catégorie monolithique. Entre un retraité pauvre au minimum vieillesse et un retraité pété de thunes qui a 5 maisons et une retraite à 3 000 € par mois net, en plus d'avoir des revenus du foncier, l'appartement locatif et toute cette merdasse, toute cette merde-là, ça n'a rien à voir en termes de sociologie, de classe sociale, c'est pas du tout la même chose. Mais les politiciens, ils adorent mettre tous les retraités dans la même boîte. C'est les retraités, parce que s'ils arrivent à avoir le vote de tous les retraités, ils se mettent archi bien. Ils se mettent archi bien. Vraiment. Et donc du coup, pour un candidat de droite à l'élection présidentielle, assumer de dire aux retraités qu'il faudra contribuer davantage au financement de notre système social, c'est assez inhabituel. Mais après c'est ça, c'est son style, c'est le style Philippe, il est en mode genre, moi j'assume, je ne mentirai pas aux Français. Est-ce que c'est comme ça qu'il va gagner? Est-ce qu'il n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? Peut-être, on verra, si c'est vraiment un de ses axes de campagne. Alors moi, à mon avis, c'est que les retraités n'étant pas un ensemble homogène, moi je suis pour plus faire contribuer au système social les retraités riches, les retraités qui ont du patrimoine. Parce qu'en plus, quand tu regardes les inégalités de patrimoine, c'est massif. Et quand tu regardes les inégalités de patrimoine par l'angle de l'âge, on peut se dire qu'il n'y a rien de pire qu'un bourgeois en termes de patrimoine, il n'y a rien de pire qu'un vieux bourgeois. Et même au sein de la bourgeoisie, les vieux, mais quand je dis les vieux, c'est les retraités, les plus de 70 ans, possèdent, même au sein de la bourgeoisie, possèdent la plupart du patrimoine au sein de la bourgeoisie. Vraiment. Ce monde, la France, appartient aux vieux pétés de thunes, aux vieux riches. C'est dramatique d'un point de vue macroéconomique, c'est dramatique à tout un plein de niveaux. Donc moi, je mets pas dans le même panier le vieux pauvre qui n'a pas de patrimoine et le vieux riche qui en plus d'avoir une belle retraite, a une belle retraite parce qu'il a un beau salaire et a pu accumuler du patrimoine, notamment immobilier, grâce à son beau salaire. Donc on se trouve avec des vieux riches qui ont une belle retraite, une bonne retraite et beaucoup de patrimoine. Et des revenus via leur patrimoine. C'est insensé, ça n'a aucun putain de sens. Donc moi, je serais pour séparer le bon grain de l'ivraie, et l'ivraie là-dedans, c'est les vieux riches, et pas les vieux prolos. Donc faire participer les vieux riches, par exemple en alignant les retraites, le niveau des retraites ou le niveau des cotisations sur le patrimoine, un peu comme la taxe Zucman, mais appliquée aux retraités en fonction du patrimoine, est-ce que ça serait pas une bonne idée? Ouais, c'est une forme de gérontocratie, mais uniquement quand on parle des vieux qui ont du patrimoine, des vieux riches. Et les vieux riches en termes de patrimoine. Donc les vieux qui ont 3 maisons, qu'est-ce que tu vas leur filer des retraites élevées, même des retraites tout court? Tu vis sur des revenus passifs. Tu payes pas de loyer, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est ça, il y a des retraités au minimum vieillesse qui vivent dans des HLM qui payent un loyer tous les mois. C'est indigne, c'est indigne. Moi, faire participer les retraités, faire contribuer davantage au financement de notre système social les retraités riches, moi je suis pour. Je suis pour. Il y a plein de manières d'essayer de voir le truc, notamment je pense par rapport au patrimoine, ça peut être pas mal quoi. Mais lui c'est pas ce qu'il dit, lui dit les retraités. Voilà. Parce qu'il est sur une ligne très libérale et il se dit les retraites ça coûte très cher. Ah, sur le budget de la sécurité sociale, c'est des centaines de milliards d'euros les retraites. Ah, le problème de la France, le problème pour la dette et le déficit, c'est les retraites. Et beaucoup de droitards se disent ça. Dans l'extrême droite ultra-libérale et libertarienne, ils sont en mode les boomers avec leurs retraites, il faut arrêter de leur donner des retraites à ces sales vieux, quoi. Voilà. Donc ils jouent un peu sur ce terrain-là, sauf que quand t'es candidat à la présidentielle, c'est vraiment pas vendeur comme programme, parce qu'encore une fois, monsieur le candidat de droite aura du mal à gagner sans le vote des retraités. Donc est-ce qu'être trop honnête, assumer son libéralisme, y compris sur les retraites, ça va plutôt jouer en sa faveur? Je sais pas. Mettre la France sur la bonne voie, c'est aussi rétablir ses comptes. Parce qu'avec une dette qui explose et un Attendez. Bah. Ah, il est là. Mon plugin pour le son. Soundfixer. déficit public qu'on n'arrive plus à maîtriser. Je remets au début. Donc c'est ce que je disais, voilà. Il est en mode, il faut contrôler les comptes publics et le truc qui nous met le plus dans la merde en termes de comptes publics, c'est les retraites. Et encore une fois, c'est un peu vrai, mais qu'est-ce que tu fais? T'augmentes l'âge de la retraite? Tu baisses les montants des retraites? Ou tu peux faire autre chose. Tu peux taxer les gens que tu peux taxer. Tu peux taxer plus les riches, faire contribuer les gens qui peuvent se permettre de contribuer à ça pour conserver notre système de solidarité nationale qu'on appelle la retraite par répartition. Et qui permet d'éviter d'avoir des fonds de pension prédateurs qui sont un max de thunes en pillant les pays du Sud, typiquement. Voilà. Remettre la France sur la bonne voie, c'est aussi rétablir ses comptes. Parce qu'avec une dette qui explose et un déficit public qu'on n'arrive plus à maîtriser, on va bientôt plus pouvoir décider de quoi que ce soit. Les solutions existent, là encore. D'autres en Europe les ont mis en œuvre. Et ils s'en portent plutôt mieux que nous. Nous sommes tout à fait capables de le faire aussi, en baissant la dépense plutôt qu'en augmentant les impôts. Oh, c'est original ça. Il faut baisser la dépense et ne pas augmenter les impôts. Tu prends n'importe quel droitard qui existe, ils disent ça. Merci Ronnie Stone, merci beaucoup Ronnie pour ton 28 mois d'abonnement. Bonjour, c'est ici la salle d'attente pour la célébration de l'éligibilité. Tout à fait, c'est ici. Rima Hassan va avoir son audience pour son tweet, force à elle. J'espère que Marine va prendre tarif par contre. Oui. Après c'est l'audience, mais il n'y aura pas encore le verdict ou quoi que ce soit, quoi. Mais c'est l'audience. Oui, c'est aujourd'hui d'ailleurs, 12h30, là en ce moment même. Bon, j'imagine que vous y êtes pas, mais j'avais fait un petit Reels promo. C'est Rima Hassan qui est venu gentiment me demander si je pouvais faire un Reels
par rapport à son audience. Ou alors c'était son CM, je suis pas sûr. J'ai déjà parlé avec elle, bon, peu importe. Et donc, du coup, j'ai fait un petit Reels sur Instagram, je sais pas si vous avez vu. Donc là, il y a sur le parvis de la préfecture, non, pardon, sur le parvis du palais de justice de Paris, dans le 17e, là, vous savez, le nouveau palais de justice tout en vert, à Porte de Clichy, il y a un rassemblement en soutien à Rima Hassan. Voilà. Travaillons plus. Alors je sais, on va vous dire, son projet, c'est du sang et des larmes. C'est la grande formule. Dès qu'on parle d'efforts, on dit sang et des larmes. Enfin, revenons à l'essentiel. Churchill prononce cette phrase en 1940. Lorsque l'Angleterre doit se battre seule face à l'Allemagne nazie. Il est sérieux avec son analogie, là? Il est en train de comparer le fait de baisser les retraites et d'assainir les finances publiques françaises à grands coups d'austérité. Il compare ça à Churchill qui se bat contre les nazis. Bon, Churchill, en vrai, personnage intéressant, mais bon, c'était pas un camarade, Churchill. Ceci étant dit, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, bon, soutien critique à Churchill, puisqu'il a quand même dit dans les nazis, on va les défoncer, ça dégage, quoi. Voilà. Enfin, compare-toi à Churchill, quand c'était un administrateur colonial dans les Indes britanniques, à ce moment-là. Oui, là, compare-toi à Churchill, mais comparé à Churchill qui est en mode genre, la nation britannique doit se battre sang et larmes face aux nazis, bon, ouais. Lorsque l'Angleterre doit se battre seule face à l'Allemagne nazie. Lorsque les bombes tombent sur Londres. Lorsque... Je pense qu'il dit à l'envers, pardon, je retourne en arrière. Churchill prononce cette phrase en 1940. Excusez-moi. On parle d'efforts, on dit sang et des larmes. Enfin, revenons à l'essentiel. Churchill prononce cette phrase en 1940. Ah non, il est en train de dire ça sera pas du sang et des larmes. Faut pas dire ça. Non. C'est pas la guerre quand même, ça va, c'est juste réduire un peu la dette. Ok. Lorsque l'Angleterre doit se battre seule face à l'Allemagne nazie. Lorsque les bombes tombent sur Londres. Lorsque des milliers de jeunes Anglais héroïques, 20 ans après leur père, risquent leur vie et laissent parfois leur peau dans la bataille d'Angleterre. Mes amis, soyons sérieux. Il ne s'agit pas de sang ou de larmes. Il s'agit peut-être d'un peu de sueur, oui, d'effort, de sérieux, de détermination. Ok, non, j'ai rien dit. Il est en mode ça va pas être non plus l'envahisseur nazi. Mais pourquoi il fait cette analogie? Parce que dire des sueurs et des larmes, du sang et des larmes, personne n'a dit ça va être des sangs et des larmes. On parle de saigner parfois pour les politiques d'austérité, mais bon. C'est quand même lui qui a choisi cette analogie avec la Seconde Guerre mondiale pour dire ça va, c'est pas non plus se battre contre les nazis ce que je vous demande, c'est tranquille, oh là là, ça va les pauvres en France avec des politiques d'austérité, de destruction sociale, ça va, c'est pas un si gros effort, donc c'est quand même indigne, hein, je trouve, malgré tout. Enfin, je veux dire, relativiser son projet de casse sociale en disant ça va, on a vécu pire en Europe, il y a eu la guerre, hein. Il y a eu la guerre quand même, hein. Ça pue du cul, hein, ça dégage, hein. Ah, c'est le tech d'Attal, il répond à Attal. Pipi répond à Caca. Bon, qu'ils aillent tous se faire foutre, là. Et je veux être clair, mes amis. Et non, je n'ai pas suivi la politique ces derniers temps. Je suis en comeback. Les amis, parce que j'étais occupé par des travaux massifs chez moi. Donc, j'ai pas trop suivi dernièrement. Je demanderai des efforts, mais des efforts justes, des efforts partagés, des efforts étalés dans le temps. Je veux préserver les ouvriers, les salariés modestes, les indépendants. Je ne taxerai pas davantage les entreprises qui payent déjà trop d'impôts. Et je vous le redis, il faut baisser les dépenses sociales, supprimer les niches fiscales avant de songer à augmenter les impôts de ceux qui travaillent. Je sais pas ce que c'est que le super profit. Ceux qui travaillent. Merci Robert pour ton 30e mois d'abonnement. Merci beaucoup. On parle pas d'augmenter les impôts de ceux qui travaillent, hein. Le dernier grand débat fiscal qu'on a eu en France, c'était sur la taxe Zuckman. C'était sur les 0,01% des Français les plus riches qui ont un patrimoine au-dessus de 100 millions d'euros, qui a parlé d'augmenter les impôts des Français qui galèrent en gagnant 1500, 1800 euros par mois. Personne n'a jamais dit ça. Et le programme de LFI, justement, c'est sur l'impôt sur le revenu. Si vous gagnez moins de 4000 euros net par mois, vous serez plutôt avantagé par notre politique fiscale. C'est au-dessus de 4000 euros net par mois qu'on va un peu augmenter votre impôt sur le revenu. Et si vous êtes très au-dessus, on va beaucoup augmenter votre impôt sur le revenu. On va lisser un peu les salaires et ça concernera que les gens qui gagnent plus de 4000 nets. Ça va. Oh, qui parle de taxer les gens qui travaillent, c'est le contraire. J'assume on veut taxer les rentiers. On veut taxer ceux qui possèdent. On veut taxer ceux qui exploitent. On ne peut pas taxer les travailleurs. Il est complètement con, là. Aux retraités qu'il faudra contribuer davantage au financement de notre système social. J'assume de dire... Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Ruma Fogato. Merci beaucoup pour ton abonnement. Mais attends, j'ai l'impression que le son est pas fort pour les...
Pour les Au subs, cadre. j'ai dû baisser un moment. Aux cadres et aux employés du secteur public et privé qu'il faudra travailler plus longtemps, aux catégories les plus aisées qu'on n'a pas besoin de réinventer des impôts idiots pour leur demander à elles aussi de contribuer au redressement national, à l'État, à ses agences, aux collectivités, que les Français attendent d'eux qu'ils se serrent la ceinture et donnent l'exemple. Random discours de droite. Hein. Il est en mode genre, taxer les riches. On va pas taxer les riches. Non mais c'est n'importe quoi ça. Les riches ils travaillent dur pour être riches. Non, il faut que les élus se serrent la ceinture pour montrer l'exemple. Mais ça faut rien dire ça. C'est du populisme de bas étage. C'est une façon de dire, non, le problème en termes de fiscalité, c'est qu'on dépense trop pour les élus. Vous avez vu ces politiciens qui gagnent beaucoup d'argent? S'ils gagnent moins d'argent, on pourra résorber la dette. Non. Ça représente pas assez d'argent, c'est pas comme ça qu'on résorbera la dette. Et à côté, il y a des milliards et des milliards à les prendre. Juste en revenant sur les politiques de cadeaux fiscaux de Macron, il est en mode genre, mais non, au contraire, on va baisser encore plus les impôts. Pour les grandes entreprises et les multinationales, genre c'est random discours de droite de merde, quoi. Qu'est-ce que vous voulez commenter ça? J'en ai parlé 10 000 fois. C'est de la chiasse. Il faut taxer les riches massivement, ou même si tu veux pas taxer les riches, ok. Mais à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut par exemple nationaliser massivement sans compensation des grandes entreprises pour que ça revienne dans le giron de l'État et que ça soit à l'État contrôlé démocratiquement de savoir si tout ce qu'on fait de cette activité économique, au lieu que ça parte dans les poches d'actionnaires sous forme de dividendes et dans les poches du patronat directement. À ce moment-là, moi je veux bien. Hein. On nationalise sans compensation des grosses boîtes et il n'y aura pas de problème d'augmenter la fiscalité. Hein. Oh là là, ça me fatigue. Ça me fatigue. Comme Laurent Wauquiez et ses dîners à 1 000 € par personne. Ah non, pas lui, vu qu'il est de droite. En plus, Laurent Wauquiez a plus ou moins dit qu'il était pas. Que peut-être qu'il allait soutenir Édouard Philippe, non? Laurent Wauquiez il veut se différencier de Retailleau, qui est candidat LR, son parti. Et Laurent Wauquiez, il a plus ou moins dit ouais, Retailleau, il faut, je sais pas, faudrait plutôt s'unir droite et centre-droit. Édouard Philippe, pourquoi pas, non? Il a pas fait un move comme ça, Wauquiez? Oui, il a dit, on est d'accord, ouais. Balèque de la dette, je veux des urgences à moins de 100 km. Bah oui. Surtout quand tu vois des trucs, en plus, enfin, la canicule historique qu'on a traversée, et là, l'autre canicule qui est en train d'arriver, qui va peut-être être un peu moins vénère, mais ça va être une grosse canicule quand même. Hein. Ça va être une sale grosse canicule. L'augmentation de la mortalité dans ces trucs-là. Les hôpitaux qui n'ont plus une thune, qui n'ont pas la clim, les maisons de retraite. Quand tu vois toute la maltraitance des Français qui n'ont pas les moyens, qui vivent sous les toits, n'est-ce pas? Bon, c'est quoi le plus important? C'est de ne pas augmenter de 0,2 points de PIB le déficit sur l'exercice comptable d'une année? Ou c'est de sauver des vies en mettant un peu de tunasse pour tenter de s'adapter et de survivre par rapport au réchauffement climatique? Et ils s'en battent les couilles, il est en mode genre, non, les entreprises elles feront tout bien si on en arrête de leur donner des impôts. Ah oui, voilà, Total, on va leur donner encore plus de cadeaux fiscaux, ils vont faire la transition écologique gentiment sans qu'on leur demande. Bien sûr que non. Total, faut foutre Patrick Pouyanné en prison, exproprier l'entreprise, la mettre sous le giron d'un État contrôlé démocratiquement par un parti élu démocratiquement, mais qui peut-être... Bon, bref, peu importe. Je vais pas trop faire le bandeur non plus. Voilà quoi, voilà putain, merde. Normalement c'est presque consensuel dans la société de dire ça. Tu nos Français moyens, ces enfoirés de Total, est-ce qu'il faudrait pas les exproprier? Tout ça, tu le nationalises et c'est l'État qui décide pour faire la transition écologique. Je pense que au moins un Français sur deux disent bah ouais, on s'en bat les couilles de Total, donc qu'ils aillent se faire enculer, non? Je sais pas. Mais non, il faut continuer à sucer goulûment Patrick Pouyanné jusqu'à plus en pouvoir, quoi. Jusqu'à plus en pouvoir, en se disant que si on est suffisamment gentil avec lui, il sera gentil avec nous et arrêtera de mettre du CO2 dans l'atmosphère pour son profit, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, allez. Il n'a pas parlé que de ça dans son discours, même si là, en vrai, bon, on a un peu fait le tour, hein. C'est un gros libéral de merde. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Attendez quoi? Juste pour rire un peu, voilà un extrait du clip présenté au public juste avant le discours du meeting. Attends, je regarde ça. Clac. Ça là. Gros clip full IA générative au meeting d'Edouard Philippe à l'Adidas Arena. Oh, le son est ultra fort, c'est quoi cette merde? Désolé si je vous ai éclaté les oreilles. Il y a encore le truc là? Non, même pas. Oh. Ah, c'est dégueu sa mère là. Ah, l'esthétique de con. Regardez, grâce à la technologie, nous allons faire des hologrammes pour nos retraités. Si nos retraités ont des écrans tactiles hologrammes comme dans Star Wars, ils seront bien traités. Pour ça, il faut libérer les entreprises du joug de l'État obèse. C'est ringard de fou.
L'esthétique de merde. Vas-y, on mérite de se prendre le plus 3 degrés. On mérite plus 5 degrés. On mérite de cramer. Il faut purifier ce monde par le feu, ça Je ne suffit. sais pas ce que Vous c'est avez que vu cette super merde? profit. Vous avez vu cette merde? On mérite de brûler dans les flammes infernales du réchauffement climatique. Voilà, moi j'en ai rien à foutre, c'est bon, je le dis. On mérite. Sauvons Orpea. Si nous faisons plus de cadeaux fiscaux à Orpea, ils pourront mettre des hologrammes dans les maisons de retraite. C'est criminel d'avoir ce genre de discours, quoi. Après, bon, c'est pas, il l'a pas dit tel quel, mais c'est un peu le sens de l'hologramme, quoi. Regardez, nous remettrons la France sur les rails de la technologie et du futur de demain, en libérant les entreprises des impôts et en mettant les Arabes et les Noirs dans des bateaux. Moi, c'est ça que je vois quand je vois ça. Je vois le technofascisme ultralibéral se dérouler sous mes yeux. Moi, cette esthétique-là, elle me rappelle ça. Après, vous êtes contre Staline, bande de gauchistes. Oh waouh, terrifiant, hein. Terrifiant. Ce qui est terrifiant, c'est que j'ai rien à bouffer chez moi. Et je commence à avoir faim. J'ai mangé si j'ai des petites arachides et des petits chouchous là. C'est ringard, mais pas pour l'électorat ciblé. Moi, je sais pas. Hein. En vrai, à un moment donné, avoir une esthétique aussi pue la merde, je pense que ça joue pas en sa faveur. Premier degré. À un moment donné, il y a des choses qui sont objectives, quoi. Voilà. Mange une bière. Si Marine Le Pen est inéligible, je vais manger une petite bière, mais je couperai pas trop tard. Hein. Voilà, sinon je vais devoir commander un truc, comme un gros FDP. Et après, il y aura un clip de Twitch gauchiste. Regardez le riz bourgeois dans la sauce, ça commandait un Uber Eats. Je préférais éviter de commander un Uber Eats. J'aimerais bien plutôt aller acheter un sandwich parce que là, je n'ai rien à bouffer chez moi. J'ai des pâtes. Je n'ai pas de plaque de cuisson car je n'ai plus de cuisine. Vous voulez voir ma cuisine? Je suis en plein travaux, c'est pour ça. For you. Après, lire l'article. Moi, je me ferais bien des pâtes. Hein. Je pourrais me faire réchauffer un truc au micro-ondes, mais j'ai pas de truc à me faire réchauffer au micro-ondes, premièrement. Et deuxièmement, je n'ai plus de cuisine. J'ai un micro-ondes et un évier. C'est tout. Voilà ma cuisine à l'heure actuelle. Bon. Ça va être dur de se faire des pâtes dans ces conditions. J'ai pas de plaque électrique. Ça, c'est ma cuisine. Il n'y a même plus d'arrivée d'eau, il n'y a rien. Il y a une prise électrique qui sort du mur. C'est tout. Et un radiateur que j'ai pas pu enlever moi-même. J'ai peur de faire de la merde. Backroom 2. Ouais, un côté backroom. Hein. On dirait une backroom. Alors, on n'a pas fini d'enlever tout le papier peint. Il reste un tout petit peu de faïence sur les murs aussi. Et le carrelage, il a été collé n'importe comment avec les murs. Je crois qu'il y a des moments où ils l'ont collé avec du plâtre directement. Il y avait le mur, le plâtre du mur, ils ont fait avec la faïence. Je sais pas, c'est impossible de l'enlever. Pourtant, j'ai le gros marteau burineur électrique là. Je suis en mode ta 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 ta. Il y en a, quand c'est bien collé, ça s'en va soit d'une traite comme ça, le carreau, d'un coup, soit il se casse en deux, allez, en 3 maximum, et ça s'en va facilement. Tu passes derrière, t'appuies pas trop, et ça passe, quoi. Ah ouais, on se refuse rien, ça paye bien les streams. Mais c'est que je viens d'acheter ma maison. Je me suis endetté pour 20 ans auprès de la Société Générale. Et comme c'est une vieille maison où il fallait faire des rénovations, en gros, dans le prix du prêt, il y a aussi un prêt pour les travaux. Voilà. C'est pas en mode genre, oh, je vais me faire plaisir, je refais ma cuisine. Non, c'est qu'on a acheté une maison qui était vieille et dans son jus. Et qu'il fallait vraiment refaire le bas, quoi. Parce que là, ça commence à être pas possible du tout, quoi. Et donc voilà. Dans le prêt, il y a une partie, c'est les travaux. Hein, c'est compris dans le prix du bien, quoi, on va dire. Et oui, mon héritage aide aussi, tout à fait. Ce qui permet d'avoir un apport. Tout à fait. Mais moi, je l'ai jamais caché. Hein. Enfin, je l'ai pas caché dans le truc, quoi. Vraiment une maison de lutin. L'ancienne maison de famille. Alors, c'est pas une maison de famille, ça donne l'impression qu'il y avait une maison en plus, et que ma famille a possédé une maison et que je l'ai rachetée. Non, c'est la maison d'enfance de Germaine Fourchette. Là, en gros, le bureau dans lequel je suis, c'est la chambre dans laquelle elle a grandi. Voilà. Et en gros, c'est mes beaux-parents n'arrivaient pas à vendre cette maison, parce que souvent, c'est une vieille maison où il y avait besoin de faire des rénovations, il n'y a même pas vraiment de jardin, machin bidule. Ils n'arrivaient pas à la vendre. Donc, du coup, ils l'ont vendue à nous. Et on fait des travaux dedans. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Bah franchement, trop cool, félicitations. Bah merci, au lieu de me traiter de bourgeois, là. C'est bon, ça va 5 minutes. Vous auriez fait quoi à ma place? Vous auriez fait quoi? Ça va, je trouve que comme... Alors, utiliser l'argent qu'on a eu la chance d'avoir de par le fait qu'on a eu un grand-père qui a de la thune, c'est pas le truc le plus immoral, quoi. Je m'extripe comme ça du marché de l'immobilier locatif. J'enrichirais pas d'immobilier locatif. J'aurais très bien pu me dire, j'achète un appartement pour faire du Airbnb et avoir un revenu passif. Si j'avais ça, vous auriez tous pu m'insulter.
Là, ça va, c'est pour acheter un endroit pour vivre avec ma copine avec qui on est en couple depuis 10 ans, quoi. Voilà. Peut-être qu'un jour, on fera des gamins et ça sera la chambre des gamins. Ça va, ça va. J'aspire juste à vivre comme un Français normal, qui a sa maison avec sa meuf, pour pouvoir fonder une famille. C'est bon, ça va. J'ai la chance de pouvoir le faire. Let's go, hein. Let's go. Bah, t'as bien fait en vrai, la cuisine, la chambre des gamins. Pour l'instant, il n'y a pas d'histoire de gamin. Pour l'instant, il n'y a pas d'histoire de gamin. Mais bref, on va parler de ça à chaque fois. Il n'y a pas à se justifier. Non, mais je sais pas, moi je dis ça, on sait jamais. Hein. Il y a 33% des gens qui détestent le foot. Donc j'ai signé des gauchistes un peu concons dans le chat. Voilà. Bref. Bon, allez, on lit l'article sur Édouard Philippe. Quand même. Tu pas vu dans la forêt à tailler le même bout de bois depuis 6 mois comme tout le monde? Je taille mon bout de bois. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la mortalité infantile à 75%, c'est un choix de société que moi j'ai envie de faire. Salut, c'est Ribot Commune. Je vais vous expliquer comment tailler des bouts de bois. Alors, je vais vous expliquer un truc. En fait, c'est qu'avant, il n'y avait pas besoin de médicaments parce qu'avec nos médecines traditionnelles, on mâchait des feuilles de Doliprane et il n'y avait pas de cancer. Abonnez-vous. Vous avez la ref? Vous avez la ref? Il fait quoi avec sa main? Je fais semblant de tailler mon bout de bois. Je n'ai pas de bout de bois avec moi. Vous avez la ref ou pas? C'est un Instagrammeur, là. Un TikToker Instagrammeur. C'est un mec proche d'Antitech Résistance, mais pas vraiment Antitech Résistance. Mais c'est la ligne Antitech Résistance, de dire le problème, c'est pas le capitalisme, le problème, c'est l'industrie. Moi, je veux plus d'hôpitaux, moi. Il faut revivre comme des hommes préhistoriques. La gauche, le progressisme, c'est un mensonge woke. Bon, après, c'est le lore Antitech Résistance, si vous connaissez pas, tant pis. On en parlera une fois, un jour. On en parlera plus. On en parlera plus profondément. Il a vraiment fait une vidéo pour dire alors le grand mensonge de l'espérance de vie au Moyen-Âge. Non, au Moyen-Âge, il y avait une espérance de vie qui était à 30 ans, c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'on mourrait à 30 ans. Ça veut dire que la mortalité infantile était de 50 à 70%. Du coup, ça va. Il a aussi dit les révolutions en Afrique, c'est parce qu'ils voulaient pas de la technologie. Ils voulaient pas de la technologie européenne. Ils voulaient vraiment garder leurs savoirs ancestraux de bons sauvages, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait la révolution. Sankara? Non, Sankara, c'est qu'il aimait pas la technologie, voilà. Il voulait continuer à vivre de manière traditionnelle et ancestrale. Voilà. Bon. Oui, un PB, hein. Un PB. Un jour, on en parlera. Un jour, on fera un co-stream avec Onibaku pour dire le problème avec l'écologie réactionnaire. Allez, on lit l'article sur Édouard Philippe, ça part dans tous les sens, ce live. À Paris, Édouard Philippe se pose comme le candidat d'une droite à l'ancienne. Immigration choisie, ordre républicain, méritocratie, politique de l'offre et un soupçon d'écologie. Pour son premier grand meeting de campagne, le candidat Horizon a brassé large, tout en se gardant de se prononcer sur les sujets épineux, à commencer par celui des retraites. Alors, il a quand même dit qu'il fallait faire contribuer les retraités, donc bon, à voir. Les soutiens de l'ancien Premier ministre peuvent souffler. Après quelques jours d'incertitude sur sa capacité à remplir l'Adidas Arena à Paris, Édouard Philippe a presque fait salle comble pour son premier grand meeting de campagne. Devant environ 5000 spectateurs et spectatrices annoncés par les équipes d'Horizon, dont 1 millier d'élus. C'est pas un peu de la triche, ça, ouais. C'est pas un peu de la triche. On avait 5000, dont 1000 élus locaux. Ça va. Les 26 000 personnes à la base Alix Saint-Denis pour le meeting de Méluche, t'avais pas un quart qui étaient des élus LFI, hein, je vous le dis. Hein. Un cinquième. L'ancien Premier ministre s'est livré à un discours sans accroc ni relief, en recyclant quelques-uns des grands classiques de la droite, on a pu le voir juste avant, à commencer par l'ordre. Après un détour un peu personnel, fils de la classe moyenne, arrière-petit-fils de docker, père de 3 enfants, on s'en bat les couilles. C'est surtout un ancien Premier ministre de Macron, ultra-libéral, ça dégage, le reste on s'en fout de ton histoire personnelle. Oh, mon arrière-grand-père était docker, oui, bon bah ok, super, ça veut dire quoi? C'est facile de se faire passer pour ce qu'on n'est pas à côté de ça. Voilà, moi, si je parle que d'une partie de ma famille, je suis le plus gros prolo des prolos. Si je parle pas de l'autre partie de la famille, c'est de la triche un peu. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout que tu prends les arrière-grands-pères. Là. Sur les arrière-grands-pères, techniquement, t'en as 8 des arrière-grands-parents. Donc voilà. Tu prends n'importe quel bourgeois, tu peux trouver un arrière-grand-parent qui était pauvre. C'est bon, ça va 5 minutes. Le maire du Havre a placé son projet sous le signe de l'intérêt de nos enfants et déroulé les grandes lignes de ce que serait la France de demain. Parmi les grandes thématiques développées un peu largement pendant plus d'1 heure de discours, l'éducation, avec l'augmentation du nombre de professeurs, avec quel argent j'ai envie de dire, l'adaptation des rythmes scolaires et bien entendu la défense du mérite. Je crois à l'égalité du mérite. L'égalité du mérite? Il a tout whippin là. Je crois à l'égalité des chances ou je crois au mérite? Non, il croit à l'égalité du mérite.
Bon. Après s'être lancé dans un hommage un peu vintage aux femmes et à leur charge mentale. Quand je vois celles qui autour de moi, ma mère, ma femme, ma sœur, mes amis, conjuguent activité professionnelle, vie personnelle, obligations familiales, je suis admiratif. Et pas seulement admiratif, reconnaissant. A-t-il dit, avant d'ajouter, je ne suis pas né avec cette conviction. Elle m'est venue sur le tard. Rappelons qu'il a seulement 55 ans. Ah ouais. C'est venu il y a 5 ans. J'avais pas compris que les femmes n'étaient pas des boniches. J'ai compris ça il y a 2-3 ans. J'ai scrollé Instagram, j'ai vu des féministes. J'ai compris. Ça va, ça va. Sur l'économie comme sur bon nombre d'autres sujets, le candidat n'est pas entré dans les détails, se contentant d'appeler à reprendre la politique de l'offre, abandonnée en 2020, on l'a vu, à donner davantage de liberté aux entreprises et à baisser la dépense plutôt que d'augmenter les impôts. Donc c'est vraiment les grands classiques de la droite. Quand tu dis ça avec t'es de droite, t'as rien dit. Ils disent tous ça. Comme à l'accoutumée, il a de nouveau agité le chiffon de la dette qui explose et du déficit public qu'on n'arrive pas à maîtriser. Il ne s'agit pas de sang ou de larmes, peut-être un peu de sueur, oui, a-t-il promis. Bon, on vient de voir l'extrait, on va pas revenir dessus. En revanche, l'ancien Premier ministre s'est montré un peu plus précis sur les questions régaliennes, qu'il a placées sous le sceau de Gambetta, Clémenceau ou De Gaulle, cités à plusieurs reprises. Clin d'œil, clin d'œil. Alors, pour info, on a parlé de Clémenceau un peu hier dans notre live spécial histoire. D'ailleurs, je leur dis pour ceux qui viennent d'arriver, on a fait un live spécial histoire avec un ami. Bon, il est pas vraiment historien, mais il parle comme un historien. Bon, ça donnait l'impression que j'avais invité un historien. Vraiment, trop cool le live. J'ai vraiment trop kiffé. Du coup, on a parlé d'un peu de Clémenceau. Et pour information, Onibaku a une nouvelle figure tutélaire, c'est Clémenceau maintenant. Parce que Clémenceau, lui, il était en mode. Il voulait il était en mode la colonisation. Mais non, on s'en bat les couilles. On va pas coloniser l'Afrique, c'est nul. On va pas considérer l'Afrique comme l'Allemagne nous considère, des êtres inférieurs. Non, on n'est pas comme les Allemands, nous. Ce qu'il faut, c'est aller défoncer l'Allemagne. Voilà. Il était un peu comme ça, Clémenceau. Il était en mode on va pas coloniser l'Afrique, vaut mieux aller faire la guerre à l'Allemagne. Et donc, du coup, Onibaku, ça lui plaît, ce discours-là. Bon, bref, peu importe. Donc voilà, il se réclame de Gambetta, Clémenceau ou De Gaulle. Pareil, très original de se réclamer de De Gaulle quand on est de droite, quoi. Waouh, super. Ta barbe, elle me fascine, man. Pourquoi? C'est une barbe tout à fait standard, un peu blonde. Bon, là, je l'ai tondu. J'ai tout tondu à 5 mm hier. Pas mal, ça va. Une barbe de 3 jours, enfin pas de 3 jours. Ah non, sous la lèvre. C'est vrai que j'ai un truc fascinant. J'ai de la barbe sous la lèvre ultra complète. J'ai pas de trou ici. Quand j'ai la barbe trop longue ici, ça fait vraiment une moustache sous la lèvre. C'est vrai que j'ai ça. C'est vrai. Tu l'as remarqué. Je vous montre. Oh. Bon, ouais, ça marche pas. Comment c'est possible? Bah, c'est ma barbe. Hein. Là, je l'ai tondu il y a pas longtemps, mais quand c'est plus long, ouais, c'est très complet ici, c'est vrai. Pareil, c'est chiant à raser. Bon, ça va. C'est une moustache inversée. De toute façon, autour des lèvres, je suis très velu, pour le coup. Je suis pas très velu des joues, comme vous pouvez le voir. J'ai des joues, bon, vite fait. Après, c'est que j'ai le poil blond sur la barbe. Mais ma moustache, elle est très drue. Je peux me faire une grosse moustache d'Astérix à l'ancienne. Voilà. Bon, bref. Une soustache. Pas mal, ça. Une soustache, on va appeler ça comme ça. Ouais. Là. Allez, donc du coup, oui, maîtriser la dépense, mes couilles, Churchill, Gambetta, Clémenceau, non pas Churchill, De Gaulle, cité à plusieurs reprises. Vantant une immigration choisie, visant à accueillir étudiants, médecins, aides-soignants, ingénieurs, mais expulser les étrangers délinquants. Il a évoqué le modèle de la social-démocratie danoise, il faut les faire enculer à un moment donné, qui a considérablement durci sa politique d'immigration depuis 2019. Alors, petite illustration. On a fait un live, vous pouvez aller le voir sur la chaîne YouTube. On a parlé de la loi qui a été votée au Parlement européen, une loi horrible où ça va déporter des familles hors de l'Union européenne parce que ce sont des migrants illégaux pour les envoyer dans des hubs de retour, ils appellent ça, des espèces de camps hors de l'Union européenne, en Ouzbékistan notamment et au Rwanda, des endroits où les droits de l'homme c'est pas trop ça en plus quoi. Et donc du coup, dans le groupe socialiste au Parlement européen, donc dans lequel il y a le PS et tous les SOSDEM on va dire d'Europe, la plupart n'ont pas voté la loi, la plupart ont voté contre. Raphaël Glucksmann a voté contre, les socialistes français dans ce groupe-là au Parlement européen ont voté contre. Encore heureux, j'ai envie de dire. Par contre, il y a des députés socialistes d'un pays qui ont voté pour cette loi. Cette loi qui est une loi de déportation de familles dans des camps, hein, littéralement. Et bah, les socialistes danois ont voté pour. Donc quand il prend en exemple le modèle de la social-démocratie danoise, il prend en exemple une social-démocratie entre guillemets qui accepte et qui vote des lois pour déporter des familles par avion dans des camps. Voilà, super la social-démocratie danoise. Voilà, de toute façon, j'ai envie de dire qu'Édouard Philippe, que le très droitard Édouard Philippe lui prenne en exemple, ça veut tout dire. Aïe. Sur la justice, Édouard Philippe a confirmé sa volonté de remettre en cause la loi Taubira de 2013, qui interdit aux gardes des Sceaux de donner des instructions individuelles au parquet. Pourquoi?
C'est en mode genre, ah moi j'aime bien, hein. J'aime bien quand le parquet de Paris et que les parquets de manière générale sont directement soumis aux directives de l'exécutif. J'adore ça. La séparation des pouvoirs, c'est chiant ça un peu, hein. Moi j'aime bien quand le président a beaucoup de pouvoir, y compris sur la justice de ce pays, non? C'est quoi en fait idéologiquement sa justification à dire revenir sur la loi Taubira? Une justice indépendante, c'est quand même censé être bien. On est censé vivre en république et en démocratie. L'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, c'est un truc qui est essentiel dans nos démocraties libérales, entre guillemets, nos démocraties occidentales. C'est un des trucs où on est en mode, bon, bah voilà, ça au moins c'est bien, ça au moins c'est cool. Mais lui, non, il est en mode, non, c'est de la merde. Voilà, j'aimerais pouvoir directement donner des instructions individuelles au parquet. Par exemple, pour mater mes opposants politiques. Ouais, voilà, les juges rouges, c'est ça en fait. Et les juges sont un peu trop rouges, moi j'aimerais qu'ils soient directement soumis à l'exécutif, quoi. Les droitards, hein. Putain, quel tas de merde ambulant ces gens-là. Je donnerai au Conseil supérieur de la magistrature des moyens très étendus pour prévenir absolument les conflits d'intérêts. Mais dans tous les autres cas, l'autorité du gouvernement sur les parquets sera rétablie. A indiqué celui qui est lui-même visé par une information judiciaire dans l'affaire de la cité numérique du Havre. Et oui, il est un petit peu dans la sauce d'un point de vue judiciaire. Il y a le PNF qui a ouvert une enquête, le parquet national financier, qui a ouvert une enquête par rapport à Édouard Philippe. S'il est mis en examen au cours de la présidentielle, ça peut la foutre mal, hein. Voilà. On a fait un live avec Luma. Vous pouvez aller sur la chaîne de Luma. Vous pouvez aller sur la chaîne de Luma pour aller voir un petit peu ce qu'il en est. Mais ouais, il trempe dans des trucs, même avec Xavier Niel, des trucs louches, hein. Oui, une entreprise qui a été créée et en gros, il y a une offre de prêt. Pas une offre de prêt. Comment ça s'appelle? Une offre publique qui a été faite. En gros, c'était la municipalité du Havre, dont il est maire, et d'autres trucs, avec son assistante, son bras droit, sa bras droit, qui était là. Et en gros, ils ont fait une appel d'offres, et il n'y a qu'une seule boîte qui a répondu à l'appel d'offres pour venir faire la cité numérique du Havre, et ils ont rincé d'argent public à hauteur de plusieurs millions d'euros, pour qu'après la boîte, déjà on ne sait pas trop ce qu'elle a fait la boîte, et puis la boîte soit au bout d'un an, en fait la boîte n'existait plus, quoi. Donc a priori ils ont copiné avec des gens qui étaient proches d'eux, pour l'attribution de projets dans la cité numérique du Havre, pour qu'au final, ils leur offrent des millions, et qu'après, il se passe rien, quoi. Voilà. Donc, ils ont fait du copinage, et ils ont rincé leurs potes avec de l'argent public au Havre, a priori. Il y a un autre volet de l'affaire, c'est avec Xavier Niel et l'école 42, qui du coup s'est installé dans la cité numérique du Havre. Ils ont payé aucun loyer. C'est vraiment Édouard Philippe qui a dit Xavier Niel, vas-y, c'est un pote, installe-toi, tu payes même pas de loyer, rien du tout. Donc il y a aussi du favoritisme par rapport à Xavier Niel et l'école 42, a priori. Voilà. En tout cas, il y a une lanceuse d'alerte qui bossait avec Édouard Philippe, qui a eu le statut lanceuse d'alerte là il y a pas longtemps. Et donc il y a le parquet national financier qui a lancé une enquête par rapport à ça. Favoritisme et corruption, un truc comme ça, je sais plus exactement. Allez voir le live de Luma, on avait bien préparé ça avec Anthony et c'était très bien. Voilà. Donc là, c'est pas encore une mise en examen, mais il est possible qu'une mise en examen suive et que ça le foute un peu dans la merde, ça soit un peu un caillou dans sa chaussure pour la présidentielle, auquel cas, très bien, on est content. Voilà. Une histoire sur Xavier Niel pour tes nouveaux viewers. Ah non, je suis un trop gros streamer maintenant, je vais me prendre une plainte. J'ai trop de visibilité. J'ai entendu des histoires comme quoi Xavier Niel aurait envoyé des messages un peu graveleux à une meuf. Voilà. Source, la meuf directement. Avec qui elle est en contact. Mais peu importe, on va pas parler de ça. Ou alors je demande le statut de lanceur d'alerte directement. Alors, les hommes de pouvoir, hein, de toute manière, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Les hommes de pouvoir, à un moment donné, si t'as du pouvoir, c'est pour t'en servir, hein. Hélas. Bref. Mais Xavier Niel, on l'emmerde profondément, en tout cas. Voilà. Il y a un côté où il est un peu cool, là. Il est un peu machin bidule, mais non. Xavier Niel, simp et modem. Pourquoi Emodem? Non, ça n'a rien à voir. Vous connaissez une meuf, c'est Emodem? C'est quoi ça? Non, c'était une meuf, c'était il y a longtemps, c'était bien avant que je sois streamer, hein. C'était une meuf, c'était une daronne, hein, la meuf. C'était pas une meuf de mon âge. Voilà. Elle avait genre 50 ans, quoi. Ah, ça a tout whippin. Bon, bref, peu importe. On était où? Plus étonnant pour un parti qui a unanimement voté au Sénat et à l'Assemblée nationale en faveur de la loi du plomb, donc cette loi anti-écologique, et du récent projet de loi agricole, dont son volet eau particulièrement problématique pour l'écologie, Édouard Philippe a enfin consacré plusieurs minutes de son discours à la question écologique. La canicule a assommé pour un temps les climato-sceptiques, s'est-il félicité, assumant de faire de l'écologie un sujet de campagne. Alors, j'en doute pas qu'il peut en faire un sujet de campagne, hein. Mais derrière, est-ce que ça sera est-ce qu'une fois au pouvoir, ça sera un sujet un de ces sujets? Je suis pas sûr, hein. Parce que de faire un sujet de campagne d'écologie, ça coûte rien. Est-ce que tu vas faire une politique de planification écologique, une politique de bifurcation écologique une fois arrivé au pouvoir, Édouard Philippe? Non. Voilà, mais ça sera un sujet de campagne, ça on n'en doute pas, quoi. Voilà.
Il greenwash directement sa campagne. Bon, bah, très bien. Hein. Comme si cette idée relevait encore de l'exploit à droite. En plus, voilà, ça devrait être le minimum syndical. Lui, en mode genre, regardez, j'ai beau être de droite, je ferai de l'écologie un sujet de campagne. Mais on s'en bat les couilles, on veut une politique écologique. On veut pas que ça soit un sujet de campagne. Gros con, va. Défendant pêle-mêle le nucléaire, les énergies renouvelables ou encore la rénovation des logements, le candidat a fait mine d'oublier, l'espace d'un instant, que les députés Horizon avaient acté d'importants reculs en matière d'aide à la rénovation thermique des logements l'an dernier. Auriez-vous parié il y a quelques années que l'écologie sera un grand thème de son discours? C'est tout de même féliciter l'ancien ministre de l'écologie Christophe Béchu, aujourd'hui directeur de campagne à l'issue du meeting. Attends, c'est Christophe Béchu le directeur de campagne d'Édouard Philippe? Il est gay ce Christophe Béchu. Attends, mais j'avais pas cette information. Vous vous souvenez de Christophe Béchu, c'est lui? Il a un peu une bonne tête, je trouve. Il a la coupe de David Lynch. Il a une tête un peu sympa, il a l'air un peu sympa. Regardez, c'est lui. Vous en souvenez? C'était le ministre de l'écologie pendant un moment. Il est nul à chier, hein, c'est un random centriste. Hein. Maire d'Angers, tout à fait. Attends, mais là, ça se voit pas trop qu'il a la coupe de David Lynch. Je vous mets un autre truc. Ah. De feu David Lynch. Grosse merde, ce type. Mais oui, évidemment. Une grosse merde centriste à la con. Il pue la chiasse, il vous m'intéresse, ce gars-là, quoi. Mais du coup, il est directeur de campagne d'Édouard Philippe. Je retire tout ce que j'ai dit sur Édouard Philippe. J'étais en mode genre, à surveiller, hein. À surveiller Édouard Philippe. Hein. Pour moi, si Mélenchon n'est pas au second tour, c'est probablement qu'Édouard Philippe a réussi à le devancer. Hein. Avec Christophe Béchu en directeur de campagne, le directeur de campagne de Mélenchon, c'est Manuel Bompard. Méga mind en personne. Top 3 des personnes les plus intelligentes de France. Bon, j'en fais un peu des tonnes. Entre Manuel Bompard et le très médiocre Christophe Béchu. C'est pas Chikirou? C'est Chikirou, là? En 2022, c'était Bompard, le directeur de campagne? Non? Je confonds. Bon, en tout cas, Bompard, il est très très fort. Il est très très fort. Et en campagne présidentielle, il est chaud de fou. Hein. Il est chaud de fou. Voilà. Si, c'est Bompard, on est d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, entre Christophe Béchu et Emmanuel Bompard, je pense qu'il y en a un, il est quand même meilleur en directeur de campagne. Voilà. C'était Chikirou, mais ouais, c'est une équipe. Il avait un rôle central dans la campagne de Mélenchon en 2022, Bompard. Il aura encore un rôle central dans la campagne en 2027. C'est peut-être dans l'organigramme, c'est peut-être pas lui qui est tout en haut, mais voilà. Enfin, moi, je sais que j'avais maté le documentaire qu'il y avait eu sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon de 2022. Ils avaient tourné un documentaire en interne tout au long de la campagne où tu vois la campagne évoluer petit à petit avec Mélenchon qui prépare ses débats, qui fait des déplacements et tout. Et Bompard, il est central dans le docu. Tu le vois tout le temps, quoi. Tu le vois tout le temps. Il est en mode genre, oh waouh, il est chaud. Il est très, très, ça se voit qu'il est très très chaud. Ça se voit qu'il est très très chaud. Plus chaud que Christophe Béchu en tout cas. Christophe Béchu du coup. Appelant à distinguer les votes de la fin du quinquennat du cap présidentiel donné à l'Adidas Arena, le maire d'Angers a aussi botté en touche sur les sujets absents de la journée, comme celui très épineux des retraites. Ce dernier colle à la peau de l'ancien Premier ministre, depuis qu'il a annoncé vouloir fixer l'âge légal de départ à 65, 66 ou 67 ans. Combien? 67 ans, bah vas-y, 70 ans, on supprime la retraite, on s'en bat les couilles à ce moment-là. À 75 ans, l'âge de départ à la retraite, allons-y, un déficit à combler quand même. Non mais franchement. Aux grandes dames de certains et certaines de ses soutiens. On peut pas tout aborder dans un meeting, l'a excusé Christophe Béchu auprès de Mediapart. Oui, un sujet aussi important que les retraites. Éviter les sujets clivants pour apparaître comme le plus rassembleur possible, tel était l'enjeu de ce lancement officiel de campagne, démarré à droite toute depuis 2 ans. Alors, sur les retraites, je dirais quand même qu'il a dit il faut faire contribuer les retraités à notre système social un peu plus. Ça, c'est un peu zarbi. Je dis 67 ans, vous dites 6-7. C'est un gars, ça, c'est fini. C'est fini, ça. On est où, là? Vous avez qu'à dire quoi coup bête, on y est, là? On est où? Vous êtes des ringards. C'est quoi la prochaine étape? On est à quel niveau de ringardise, là? On va faire la danse comme ça tant qu'on y est, là? Non, mais ça va. Respectez-vous. C'est fini, hein. C'est fini, le 6-7. Tasty Croussi, c'est l'histoire ancienne. Ouais, Waza, exactement. L'article, c'est un article Mediapart sur le compte-rendu du meeting de Philippe. Enfin, un petit Harlem Shake? Ah là là, à 2 doigts de dabé. Non, quand même. Ok. Donc éviter les sujets clivants, tel était l'enjeu de ce lancement officiel de campagne, démarré à droite toute depuis 2 ans. Pour consolider son socle LR et glaner des points auprès des électeurs et électrices partis vers l'extrême droite, Édouard Philippe n'a pas hésité ces derniers mois à multiplier les marqueurs de droite. Une façon aussi, selon un de ses proches, de gagner une primaire qui ne dit pas son nom face à Bruno Retailleau et Gabriel Attal. Ça, c'est vrai.
quitte à briser parfois le cordon sanitaire avec l'extrême droite, comme l'ont fait les députés Horizon en octobre 2025, en votant en faveur d'une proposition de résolution du RN pour dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Un accord qui était déjà quasiment plus appliqué, donc c'était vraiment une façon de dire vous aimez pas les Algériens, non, il y a trop d'Algériens en France, allez, ça dégage. Voilà, c'était un peu c'était un numéro de communication pour dire on n'aime pas l'Algérie et fuck les Algériens. En vérité, c'était ça. Hein. D'autres épisodes sont venus jeter le trouble jusque dans les troupes philippistes. Son dîner avec Marine Le Pen en décembre 2023. Bah bravo, monsieur l'homme de centre droit. Son soutien personnel à Rachida Dati, candidate de l'Union des droites à Paris, après avoir reçu le soutien tacite de Sarah Knafo. Désormais, l'équipe du candidat étant opérée une forme de recentrage afin d'incarner une troisième voie entre deux colères, deux mensonges, deux impasses. Et là, du coup, là on parlait du Édouard Philippe d'il y a quelques mois. Là, on parle du Édouard Philippe actuel en campagne présidentielle. Effectivement, il essaye de se recentrer plus vers le centre droit pour aller plutôt gratter à la gauche, si c'est ce que je l'expliquais. Espérer se hisser au second tour en disant ni Bardella ni Mélenchon, soyons intelligents, soyons sages, soyons raisonnables, votez pour moi. Ça va être ça la campagne Édouard Philippe. Donc deux impasses, celle du RN d'abord, qu'Édouard Philippe a interdit à la salle de l'Adidas Arena de siffler, qui va dire que tout est de la faute des étrangers, de l'Europe. Mais pourquoi tu dînais avec Marine Le Pen alors il y a encore 3 mois là? T'es sérieux? Il y a un peu plus de 3 mois. Non, il y a encore 2 ans. 2 ans et demi. Mais il a quand même interdit de siffler le RN. C'est-à-dire qu'il a commencé à parler du RN, spontanément les gens dans la salle font bouh. Il est en mode genre non, ne dites pas du mal du RN. Il y en a des biens. C'est dramatique. Il a fait comme Glucksmann a fait. Enfin, Glucksmann il a fait ça mais pour les macronistes. Il a dit non, sifflez pas les macronistes. Il y en a des biens. Et là du coup, Philippe il fait non, sifflez pas le RN. Il y en a des biens. Non mais franchement, il s'agirait d'aller se faire foutre. Hein. Il s'agirait d'aller se faire foutre. Donc voilà, l'impasse du RN qui dit que tout est la faute des étrangers, mais aussi l'impasse de la France insoumise, qui veut, selon lui, conquérir le pouvoir en faisant le choix de la division communautaire, en flirtant avec l'antisémitisme le plus rance. Attention, pas juste l'antisémitisme le plus rance. Définis l'antisémitisme le plus rance, Édouard Philippe. Genre quoi? C'est l'antisémitisme des Arabes pro-palestiniens? Il est plus rance que l'antisémitisme historique de l'extrême droite que t'as empêché de faire siffler? C'est quoi ça en fait? L'antisémitisme de LR, tes copains de LR là, qui citent du Maurice Barrès à l'Assemblée nationale, au Sénat, pardon, il est moins rance que l'antisémitisme de LFI parce que c'est l'antisémitisme des Arabes et de la Nouvelle-France qui détestent les Juifs à cause d'Israël, je sais pas quoi. Vas-y, va au fond de ta pensée quand tu dis l'antisémitisme le plus rance. Gros sac à merde, va. L'antisémitisme le plus rance, qui flirte avec la haine du flic, haine justifiée. Avec la haine du riche, haine tout à fait justifiée. Bon, la haine du flic et la haine du riche, à un moment donné, quand on vit en France et que tu vois comment les riches et les flics se comportent, enfin les riches, je dirais plutôt la bourgeoisie possédante et la classe capitaliste. Des riches, il y en a des biens. J'arrête. Mais bon, la haine du flic et la haine du riche, oui, flirter avec la haine du flic et la haine du riche, quand on est de gauche radicale. Oh, mais c'est une dinguerie de faire ça, hein. Oh, c'est vraiment une dinguerie de faire ça. Bah non, c'est normal, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire. LFI, c'est le péril dans la démocratie. Et dans 2 ans, le FMI a-t-il lancé. Donc c'est une façon de dire, voilà, c'est pas des démocrates, s'ils arrivent au pouvoir, leur programme économique insensé ferait que ça serait comme la Grèce. Voilà, la France deviendrait la Grèce, serait mise sous tutelle du FMI. Il ruinerait la France en 1 an, en 2 ans. Voilà, il parle comme David Lisnard et les libertariens de Twitter. Il parle comme Sardoche. Hein. Voilà, c'est là le niveau de ce grand homme de centre droit présidentiable. Super, bravo. Bravo. Alors que le candidat sait qu'il devra faire avec l'électorat de centre-gauche s'il veut accéder à l'Élysée, et c'est là que ça devient intéressant en termes de stratégie. Le récent soutien que lui a apporté Laurent Wauquiez mercredi, dans Le Figaro, a créé le malaise dans les rangs philippistes. Disons que tout prenons ça comme un encouragement, minimise un ancien ministre en levant les yeux au ciel. Puis de glisser qu'il avait trouvé plutôt bien senti la réponse tranchante de Bruno Retailleau, le lendemain. Je ne souhaite pas assez de mal à Édouard Philippe pour souhaiter que Laurent Wauquiez le soutienne. Il n'a pas mérité ça. Bon, pas mal, hein. Pas mal. Bruno Retailleau, bonne punchline. Soutien critique à Bruno Retailleau. Effectivement, la formule tranchante n'est pas mal. C'est pas mal. Oh! Salut Bamef18, comment ça va aujourd'hui? Let's go! Allez, tout le monde dans le chat, c'est notre petite tradition. C'est le moment de dire salut Bamef18. Ça va aujourd'hui? Alors je t'annonce, la saison prochaine, on fera plus la scène comme ça. Hein. Ça commence à... It's getting old. Voilà. Mais on n'est pas encore la saison prochaine. N'hésitez pas, tout le monde, à dire bonjour Bamef18, comment ça va? Et Bamef18 n'hésite pas à répondre ça va, individuellement à tout le monde. Très important. Comment ça va? Un peu saoulé de ma journée, mais ça me fait plaisir de venir là. Ah, on est là pour ça, Trop bien. N'hésitez pas à offrir un sub à Bamef18 aussi. Hein. À mon ami Bamef18. Moi, je dis ça parce qu'on s'est vu plusieurs fois IRL, il est vraiment super sympa. Notamment après le meeting de Mélenchon à Saint-Denis. J'ai croisé à peu près tous les gens que je voulais croiser.
et qui je croise à la fin, le seul que je n'avais pas vu, on n'avait pas spécialement prévu de se voir, BAMF18 en personne qui arrive et qui fait salut Ribo. J'étais éclaté de fatigue, mais du coup j'étais bouffé un couscous au même restaurant que lui sur la même terrasse, et avec l'équipe l'équipe LFI de Saint-Ouen. Très très cool l'équipe LFI de Saint-Ouen. Donc du coup on a un peu discuté. On a mangé notre très bon couscous avec un peu de vin. Et ouais, le shiny qui pop à la fin, exactement. Enchanté, coucou d'Angleterre. Hello, Crowdy Cypher. Nice to meet you, mate. I'm British. Bon, j'arrête. Allez, on continue. Oui, donc Laurent Wauquiez, mes couilles. Mais effectivement, si la strat pour accéder au second tour d'Édouard Philippe, c'est ratisser au centre, essayer d'agréger le vote utile autour de lui en chassant sur les terres du bloc central, on va dire, y compris le centre-gauche, on va dire, une partie du centre-gauche, bah c'est vrai que Laurent Wauquiez et toute la droite LR, enfin une partie de la droite LR qui se met à soutenir Édouard Philippe plutôt que Bruno Retailleau, à un moment donné, il va pas pouvoir faire ce grand écart. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir faire ce grand écart de Wauquiez jusqu'au PS? En vrai, connaissant certains électeurs PS, il pourrait. Hein. Il pourrait. Mais je sais pas. À voir. Je ne sais pas ce que c'est que Merci le super Adriazoy. profit. Merci Adriazoy pour le sub offert à BAMF18. Mais du coup, un peu de stratégie politique. Si effectivement, il est en train de grappiller sur LR, Édouard Philippe, et qu'il y a plein de gens qui sur LR disent bon, Édouard Philippe c'est un homme de droite, Édouard Philippe il est haut dans les sondages, Retailleau il va y aller, il va se faire baiser sa mère par Édouard Philippe. S'il y a plein de gens au sein de LR, et il y en a de plus en plus, hein, il y a les Jean-François Copé, les vieux éléphants du parti qui soutiennent déjà quasiment officiellement Édouard Philippe, et il y en a comme Wauquiez qui veulent un rapprochement entre Édouard Philippe et LR. Si au final il y a une grande partie de LR qui abandonne Retailleau au profit d'Édouard Philippe, Édouard Philippe ça va être l'homme de la droite non RN on va dire. Et là-dessus ça laisse un peu plus d'espace politique pour le Parti Socialiste, ou Glucksmann, ça revient au même. Et donc si c'est ça, au lieu d'avoir une course à la présidentielle à 3, avec Mélenchon, Philippe, Bardella, on pourrait retourner sur une course vers la présidentielle à 4, avec une quadripartition. Relire mon graphic paint, n'est-ce pas, pour ceux qu'on la ref. Et donc là, il y aurait le PS qui tiennent un peu plus le coup que prévu, qui ont plus d'espace politique, parce qu'Édouard Philippe a été trop sur sa droite, avec un ralliement trop massif des Républicains. Et si c'est ça, eh ben c'est une très bonne nouvelle pour Mélenchon. C'est une très bonne nouvelle pour nous, la gauche, parce que ça veut dire que la barre d'accès au second tour est plus basse. Et du coup, le second tour Mélenchon-Bardella, let's go, on y va. Let's go back to the Glocks, exactement. Si Philippe va trop à droite, qu'il n'arrive pas à agréger le bloc central, ça laisse plus d'espace politique pour le PS, ça fait que le bloc central se scinde en deux, et ça fait qu'ils feront des scores moins élevés, et qu'ils seront tous les deux à dire « Votez pour moi plutôt que pour les extrêmes », mais sur des lignes suffisamment différentes, droite et centre-gauche, on va dire ça comme ça, et ça laisse plus de place pour que le bulldozer Mélenchon accède au second tour. En vrai. Et surtout qu'on peut éliminer Philippe qui est trop dangereux au deuxième tour, car centriste. Ah oui, un second tour Philippe-Mélenchon, Mélenchon il perd pour moi. Voilà. Je me frotte le menton. Attendez, nouvelles de la cour d'appel de Paris sur la Le Pen. Bientôt, je pense. Mais c'est pour ça que je finis l'article rapidement, et après on passe en waiting room de la condamnation. Ok. Dimanche, l'équipe de campagne préférait mettre en avant les autres nouveaux soutiens qui ont afflué ces derniers jours. À commencer par la porte-parole du gouvernement Maud Brejon. Oh, super. Mais aussi le ministre de la Transition écologique Mathieu Lefebvre, très proche de Gérald Darmanin. Ça me semble assez clair que les macronistes ont choisi leur candidat et que ça sera Édouard Philippe. En fait, ils sont pas cons les macronistes. Enfin, s'ils sont cons. Mais regarde les sondages, ils sont en mode bon, il y a Attal et il y a Philippe. Philippe est au-dessus d'Attal dans les sondages. Attal, il est trop marqué par le sceau infamant de la Macronie. Les gens vont pas les lire parce que c'est mini Macron. Édouard Philippe, il est plus habile, il s'est plus éloigné de Macron. Go Philippe. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des ralliements du côté des LR et des ralliements aussi du côté des macronistes. Ça me paraît assez logique. Mais il y a aussi d'autres collègues, comme par exemple le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste, j'ai jamais entendu parler de lui, qui s'est rallié du coup à Philippe. Parmi les élus présents et présentes au meeting figure également Nathalie Kosciusko-Morizet, NKM pour les intimes, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, ainsi que quelques macronistes historiques comme Sylvain Maillard ou Marc Ferracci, et plusieurs centristes de l'Union des Indépendants, l'UDI, qui sont dans le bloc macroniste, qui sont dans le bloc central à l'Assemblée nationale depuis le début, quoi. Voilà, dans la coalition macroniste. Donc ils ratissent relativement large, je dirais, du macroniste et du LR. Ça sent le neuf tout ça? Ouais, non, ça sent pas le neuf. Il y avait Carl Olive sur place. Pour moi, ça va être le candidat du centre et de la droite, hein, Philippe. Ça sera le candidat du centre et de la droite. Je vois pas qui pour le dépasser, là. Il a trop le vent dans le dos par rapport à Attal et tout, quoi. Donc là, la question, c'est jusqu'où il va les mordre sur les plates-bandes de Retailleau et jusqu'où il va les mordre sur les plates-bandes du PS. S'il mord trop à droite et pas assez à gauche, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait que le lectorat orphelin du macronisme du bloc central va plus se scinder en deux.
permettant une accession pour Mélenchon au second tour plus facile. S'il entre trop sur sa gauche et sur le centre-gauche et qu'il arrive à grailler petit à petit un Glucksmann qui serait en disaster class, par exemple, là, il peut le faire. Il peut accéder au second tour. Voilà. C'est ma théorie, hein, on verra. Ok. Depuis l'annonce précoce de sa candidature en septembre 2024, la campagne d'Édouard Philippe semble faire du surplace. Au premier semestre 2025, l'organisation de 3 meetings régionaux, l'un à Bordeaux, l'autre à Lille et le troisième à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, avant tout pensé pour occuper le terrain en plein congrès LR, n'avait pas créé de dynamique. Peu désireux de se dévoiler trop tôt, l'ancien Premier ministre avait avancé qu'un programme 2 ans avant, c'est un programme périmé 1 an avant. Bah ça dépend, sauf si ton programme il est archi solide, tu le remets à jour, mais de toute façon voilà. Est-ce qu'il y a besoin de changer tout le temps de programme? Est-ce que la France a tant changé? Après 10 ans de Macron et la même politique de merde, peut-être que c'est le même programme qu'on doit opposer à cette politique de merde. L'affiner, l'ajuster, oui. Mais c'est pas en mode genre, il nous faut un programme 1 an avant, parce que d'une année à l'autre, tout peut changer. Non. Les grandes inclinaisons économiques, les grands mouvements de fond qui traversent la politique française, voilà, 40 ans de néolibéralisme, ça va. Le programme, on le connaît. Oh, après, c'est des droitards, c'est normal. Voilà, mais il promettait des annonces massives à l'automne 2026. Voilà, mais ça c'est une question de timing. C'est une question de timing. Il veut sortir son programme au bon moment pour avoir du buzz au bon moment, pas partir trop tôt dans la course à la présidentielle pour ne pas s'essouffler. Là, c'est de la politique, c'est de la stratégie politicienne en réalité. Voilà. Mais effectivement, LFI n'est pas trop dans ce schéma parce que LFI c'est en mode ils ont besoin de l'affiner, de l'ajuster leur programme. Leur programme, il est déjà là. Ça fait 10 ans qu'il est là. On sait très bien ce qu'il faut faire et on va le faire. Voilà, c'est ça LFI. Donc eux, ils peuvent partir plus en amont. Sachant qu'en plus, les insoumis, ils sont turbo chauds, sa mère la pute. Désolé pour mon vocabulaire. Donc eux, ils peuvent se permettre, ils vont pas s'essouffler. LFI, ils sont confiants pour ne pas s'essouffler. Au contraire, ils sortent le bulldozer, ils avancent, ils savent où ils vont, ils savent d'où ils partent. Donc voilà, ils ont moins besoin de bien ajuster le moment, ils vont dévoiler leur programme, machin bidule. Non, ça va quoi. Ils sont partis il y a 10 ans, ils sont hal. Voilà. En mars dernier, les municipales n'ont pas non plus été la rampe de lancement espérée. En cause, la défaite spectaculaire de Rachida Dati et celle tout aussi humiliante de Christian Estrosi, maire horizon de Nice, face à l'extrême droite d'Éric Ciotti. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais Christian Estrosi, il était horizon, le parti d'Édouard Philippe. Mais à la surprise générale, le maire du Havre n'a pas non plus réussi à capitaliser sur sa propre victoire dans sa ville, donc le Havre. Un loupé de plus qui a suscité l'incompréhension de ses propres troupes. Elles espèrent aujourd'hui un nouveau départ. Ok. Bon, Philippe est pas si... Il vole pas au-dessus de la mêlée, en vrai. Pas si impressionnant, le Édouard. Et comme je disais, c'est juste... Si c'est l'homme qui agrège le bloc central, il est dangereux. S'il ne fait pas ça pour tout un tas de raisons, un PS trop puissant, un LR qui se rallie trop à lui, bah en fait, il va être beaucoup plus inoffensif que prévu, quoi. Voilà. Donc bon... Sur ces belles paroles, ça a duré longtemps tout ce passage Édouard Philippe. Moi j'ai pu dire un peu ce que j'avais à dire. J'ai pu un peu l'insulter parce qu'il est insupportable. Détricoter ses arguments de libéraux moisis et parler un peu plus de rapport de force, mais de stratégie politique par rapport à 2027. Il me semble qu'on a fait le tour. Voilà, on va pouvoir passer à la prochaine partie du stream, c'est-à-dire attendre et patienter pour le verdict de Marine Le Pen. Sera-t-elle inéligible? Si vous regardez la VOD YouTube, les amis, n'hésitez pas à partager tout ça. Donnez votre avis en commentaire, likez, boostez la vidéo même si vous voulez, faites tout. Envoyez la sauce et dites-moi ce que vous en pensez d'Édouard Philippe. Est-ce que vous pensez qu'il est dangereux pour 2027 ou est-ce que vous pensez que... Bon, en vrai, non. Voilà. À bientôt.